Bonjour chers amis de Fréquence Tel Aviv. J'ai voulu inviter aujourd'hui un auteur français, une romancière, qui n'est pas antisémite, au contraire, une écrivaine, on va dire, philosémite. Et si je vous dis qu'en plus, elle s'appelle Mitterrand, vous allez penser à une mauvaise blague. Eh bien voici Anne-Marie Mitterrand, bonjour. Bonjour. Non, c'est pas une mauvaise blague, c'est la vérité. Je suis très pour Israël. J'aime Israël. Je l'ai déjà dit, alors vous allez me dire que je me répète, Israël est le centre de ma vie. À ce point-là. Oui, c'est vraiment le centre de ma vie. Et je voudrais m'engager pour lutter contre l'antisémitisme. Une fois qu'on connaît Israël, on ne peut plus s'en détacher. À ce point-là. Ah oui. Ah oui, je suis toujours éblouie par Israël. Toujours. Et là, je suis arrivée avec Carole, mon agent littéraire, et on est arrivé tard le soir. Et chaque fois, je viens quand même assez souvent ici, et chaque fois, c'est une nouveauté. Et là, j'ai découvert le réseau d'autoroutes en arrivant de Tel Aviv. Et je dis, mais c'est fantastique, dire que ces gens ont construit ça en si peu de temps. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport à la France? Mais c'est beaucoup mieux. Ah bon? Ah bon? C'est magistral. Les routes, c'est magistral quand tu arrives là, de l'aéroport de Tel Aviv, et dans la nuit, et toutes ces autoroutes qui se déploient de tous les côtés. Mais c'est magnifique, c'est la force et la puissance. Et moi, d'arriver en Israël, ça me donne la force et la puissance. Si eux, ils ont été capables de faire ça, si les Israéliens ont été capables de construire comme ça, eh bien, moi, je suis capable de faire mes petites choses à mon petit niveau. Vous voulez dire en peu de temps d'avoir construit un pays, des routes, ce pays, c'est merveilleux. Tout est allumé. On voit ces énormes bâtiments. C'est magnifique. C'est la force et la puissance. D'accord. Avant, c'était autre chose. Il y a toujours quelque chose qui fait que je découvre. Ouais. C'est extraordinaire. Israël, ça vous donne la force. Donc, vous venez de publier un nouveau roman, Musique russe, qui est franchement autobiographique. Moitié. La première partie est autobiographique, mais la deuxième partie, quand son premier mari s'en va, elle épouse un juif américain. Et elle s'en va aux États-Unis. Donc ça, c'est inventé. Ça, c'est inventé, mais pas complètement. Mais tous les personnages, c'est votre famille, l'origine du Venezuela d'un côté, la famille bourgeoise française de l'autre, la jeune fille qui a des problèmes d'anorexie, etc. Oui. C'est vous. C'est moi. Vous, Mathilde. J'étais une grande anorexique mentale. Ouais. On ne peut pas dire que je suis bien épaisse aujourd'hui, mais j'ai fait des efforts quand même. Mais aujourd'hui, s'il y a des attentats quelque part dans le monde contre Israël, c'est radical. Je perds 4 kilos en une journée. Ah, ça vous touche physiquement. Ah, ça me touche physiquement. Et je pense que l'anorexie... Alors, il y avait une maison d'édition qui m'a dit, mais c'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que l'histoire du reste. Et développer l'histoire de l'anorexie. L'anorexie a changé aujourd'hui. C'est des jeunes filles qui ont peur de grossir. Moi, j'adorerais être un peu plus grosse quand même. Je fais un effort. J'adore les femmes rondes. Je trouve que c'est joli. C'est joli. Bon, alors vous, dans le roman, votre mère, je pense que ça s'est passé comme ça dans la vraie vie. Votre mère a une solution radicale, c'est de vous marier. Oui. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de prétendants. Quand on pèse 28 kilos, les prétendants sont rares. Voilà. Et parmi tous les prétendants potentiels, c'est tombé sur un juif honteux d'ailleurs, qui cachait son origine. Et donc ça, c'est vrai, vous avez été marié à un homme de 20 ans plus âgé que vous. Ah ouais, un peu plus même. Même plus que 20 ans. Oui, parce qu'il était enfant caché, il était né... oui, il avait vécu la guerre. Alors j'avais une question à vous poser, parce que vous, à ce moment-là, bon, vous aviez 18 ans. 20 ans. 20 ans, bon. 20 ans. Bon, vous étiez anorexique, malade, en détresse. Oui. Vous êtes allé jusqu'à même une tentative de suicide, ce que vous racontez. Oui. Mais vos parents, qu'est-ce qui les a poussés à vous mettre dans les bras d'un homme qui était un menteur patenté, on va dire, il avait rien pour lui, il n'était pas beau, il était pas riche. Je ne comprends pas ce que... Il était joyeux. C'est ça. Alors, il faisait des colères épouvantables, c'était un escroc, vendu, voleur. Mais finalement, mon père s'entendait. Mon père, qui était la rigidité et la raison de la vieille bourgeoisie française pesante et conservatrice, il rigolait bien. Et puis mon père était champion d'échecs et lui aussi. Alors, moi j'étais à ce moment-là, il m'avait mis en Suisse, à Montreux, et mes parents, j'étais dans une clinique à Montreux,
en Suisse, ils étaient beaucoup plus gentils qu'en France pour me soigner. Ils m'ont bien soigné. Mais ma mère s'est dit, la seule chose qui peut la sauver, c'est le mariage. Et le mariage, eh bien, c'était pas commode parce que personne ne voulait le moi. Hein. Sincèrement, c'était pas possible. Et là, j'ai épousé cet homme. Donc, c'était plutôt un copain de mes parents, en fait. On montait à Cran-sur-Sierre. Et à Cran-sur-Sierre, on s'ennuyait beaucoup hors saison. Au mois de novembre, à Cran-sur-Sierre, je peux vous dire, c'était pas gai. Hein. Ouais. Et lui, eh ben, il mettait de la gaieté. Il y avait de la vodka, d'abord. Et puis, il chantait, il dansait, il jouait du piano. Et, mais ça suffit pour oui, en faire... Et puis après, il tapait le carton avec mon père. Pendant ils arrivaient le vendredi soir, et le samedi et le dimanche, on le passait avec lui. Mais il avait plus l'âge de ma mère que du mien. Il était plus proche de ma mère que de moi. Et ma mère, elle le trouvait fantastique. Ça changeait du français moyen. Hein. Anne-Marie, moi, vous savez, à la lecture de ce livre, je me suis posé une question. Comment vous êtes devenue philosémite après ce mariage? C'est incroyable. Cet homme était violent. Mais il était violent, il était menteur. Et il n'avait rien pour lui, cet homme. Mais si, il avait le rebondissement, un rebondissement extraordinaire. Le mec, il était poursuivi par les huissiers, il était poursuivi par tout le monde. Moi, j'ai eu l'impression, mais je ne suis pas religieuse, mais j'ai eu l'impression que c'était une mission que j'avais. Et d'ailleurs, pendant le premier mois de mon mariage, j'ai tout de suite repris du poids, repris ma force, et puis j'ai dit, mais non, je vais l'aider. Et c'est pas possible. Et je me suis sentie coupable et responsable de la France, des Français, de mes compatriotes. Pourtant, mes parents étaient des gens bien, qui se sont bien comportés pendant la guerre. Mais malgré tout, on est héritière. On n'est pas seulement héritière de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel. On est aussi héritière du mal. Et le mal, il y en avait. Et les gens ont laissé tomber. Ces enfants juifs qui étaient mon mari. Et mon mari, tous les jours, m'a fait vivre ce qu'il a vécu. Alors il faut l'expliquer. Il était enfant caché. Il a perdu ses parents pendant la guerre. Et donc, vous pensez que ça excuse ensuite son comportement Mais évidemment, ça excuse. Vous leur apprenez quoi aux enfants cachés pendant la guerre? Vous leur apprenez à se cacher, à changer de nom, à essayer de bouffer à l'œil, et puis vous les coupez de leur monde aussi. Mon mari, il était violoniste, enfin, il aimait le violon. Il n'est pas devenu violoniste parce qu'il était... Finalement, il a raté sa vie avec ça, quoi. Il n'a rien fait il n'a jamais été au bout de ses talents. Mais il était avec j'ai rencontré les paysans qui étaient là, je les ai rencontrés, qui étaient très gentils. Mais enfin, il était avec les vaches, et lui, c'était quand même un homme il avait 8 ans, et il a souffert horriblement. Parce que malgré tout, même quand on était caché, on vous apprenait tout le contraire de ce que vous êtes, à être le contraire. Et toute sa vie durant, il était dans le déni. Il était dans le déni tout le temps. Il mentait comme il respirait. Il mentait bien en même temps. Et puis il changeait. Quelquefois, par exemple, sa mère était vivante, il allait la voir. Elle habitait Strasbourg. Puis d'autres fois, elle était morte pendant... Il était mythomane. On ne savait jamais rien. La vérité, on ne savait rien. Son nom, on ne savait pas. Rien. Et finalement, moi, je me suis sentie surtout coupable du mal j'étais pas née pendant la guerre, mais je pense que vraiment, on aurait dû sauver les enfants, au moins. Sauver les enfants, les Français n'ont pas compati. Et il y a eu cette phrase horrible qu'on a sortie quand moi, je pose la question à des gens, mais que je dis, comment vous êtes restés? Je ne sais pas ce que j'aurais fait, j'étais pas née, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelait Ni héros ni salaud, je ne sais pas ce que j'aurais fait, d'accord, mais malgré tout, quand tu vois des gens descendre de ton immeuble parce qu'ils habitent le 4e étage et que celui du premier, il les a dénoncés comme des juifs et qu'ils descendent tous les uns après les autres dans la rue, dans la rue, personne ne sort par la fenêtre et dit, mais non, mais vous n'êtes pas fous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste un appartement plus grand que l'autre et vous les laissez partir comme ça? Personne. C'est arrivé dans ma rue et personne n'a bougé. Tous les gens de l'autre, personne n'est sorti, personne n'a rien dit. Donc il y a eu une indifférence en France que je porte comme
comme une blessure. Sincèrement, je voudrais prouver que tous les Français ne sont pas comme ça. Je me suis dit que je ne suis pas très française. Et c'est vrai que ma mère était un peu dans le même cas, parce qu'elle, c'était une métèque. Donc, c'était pareil, elle était mal vue aussi. Vous êtes française de naissance, par votre père. Je suis française par mon père, qui eux étaient des vrais Français, des Français de souche, des Français qui avaient fait fortune en 1830. Donc les vrais Français solides. La haute bourgeoisie. Ils me regardaient, ils me disaient, mais je me demande de vous sortir, vous. Alors vraiment, je me demande de vous sortir. Et je l'embrassais tout le temps, moi, quand j'étais petite fille. Mais tout le temps, il me disait... Arrêtez de m'embrasser, vous allez m'user la peau. Et il trouvait vraiment qu'il y avait une espèce de surprise à voir cette fille qui était... Vous étiez le vilain petit canard. Oui, je suis le vilain petit canard. Et alors, ça revient souvent dans votre vie, parce qu'on parle de vous comme pièce rapportée dans la famille Mitterrand également. Vous avez toujours été le vilain petit canard. Oui, chez les Mitterrand aussi, ils n'en voulaient pas. Chez les Mitterrand, ils ne voulaient pas de moi non plus. Mais le seul où on rigolait bien, c'était François Mitterrand. Ouais. Que François Mitterrand, je l'avais prévenu. Je lui avais dit, jamais je voterai pour vous. Ah bon? Ah ça, je l'avais prévenu. Ça, alors là, les socialistes... Ça, mais pour quelles raisons? Pour des raisons... Ah, parce qu'ils étaient socialistes. Vous êtes de droite? Je suis pas extrême droite, j'aime pas les extrêmes, mais Politiquement, vous avez des positions de droite? Je suis politiquement de droite, oui. D'accord. Je suis pas une gaucharde. Non, vraiment pas. D'accord. Et comment le prenait François Mitterrand? En rigolant. En rigolant. En rigolant. Mais lui-même n'était pas très à gauche, non, hein, vous savez. Lui-même, il était des gens très catholiques. Il récitait le Bénédicité là au début du dîner. Bon, à la fin de sa vie, il voulait pas tellement avoir une messe parce qu'il avait tellement dit qu'il était... mais finalement, il a dit à sa sœur, qui était ma grande copine, tante Marie-Joseph, bon, va pour une messe. Mais ils étaient très, très catholiques et très, très conservateurs aussi dans le catholicisme. Hein. On faisait la prière avant le déjeuner, tout ça, c'était des gens catholiques. Et François, bon, c'est bouché à gauche, c'est bouché à droite, je prends à gauche. Ce qu'il voulait, je serais président de la République. Il le disait quand il avait 7 ans. Hein. Ouais. Et vous avez parlé avec lui de votre mari juif, il l'a peut-être connu. Il a connu mon mari juif. Et en fait, j'étais divorcée et mon mari... Enfin, j'étais pas divorcée. Mon mari... Ma fille avait 5 mois quand j'étais enceinte de 5 mois quand j'ai rencontré mon deuxième mari, Mitterrand. Et en fait, il connaissait ma vie. Tout le monde un peu la connaissait dans ses... et en fait, ils n'ont pas tellement apprécié que Olivier Mitterrand épouse une femme qui avait eu 2 enfants avec cet homme qui était juif, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va les accepter dans la famille et tout ça? Vous voulez dire qu'il y avait des préjugés antisémites dans la famille Mitterrand? Est-ce que c'est antisémite? Il disait c'est difficile d'avoir 2 enfants, comment on va les éduquer? Comment on va pouvoir... Ils tombent dans des familles où il n'y avait personne de juif nulle part. Et un peu de tout, je leur ai appelé le 3e Moïse, moi. Alors, j'ai été fort quand même. Mais ils n'étaient pas contents de cette mélange. Plus, je pense pas ils ne connaissaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi est-ce qu'elle a été... on ne peut pas. C'était surtout la surprise, l'étonnement. Et qu'est-ce qu'on fait pour ils vont être de quelle religion? Comment on va faire? Alors, après, en plus de tout, moi je les ai élevés dans le respect de leurs ancêtres, qu'ils sont tous morts à Auschwitz. Hein. C'est-à-dire, ils sont convertis au judaïsme ou ils ont... On ne les a pas convertis, parce que moi-même je ne suis pas juive, mais je les ai élevés, je ne peux pas dire plus, dans le respect de leurs ancêtres russes. Biélorusses, russes. Et là maintenant... Donc c'est culturellement... Oui, juif. En leur disant, vous savez, c'était des gens courageux. Et je les ai élevés aussi dans le respect de leur père, parce que leur père n'a plus donné signe de vie, il a disparu, et il faisait des enfants avec des non-juifs, pour qu'il n'y ait plus jamais un juif sur Terre, mon pauvre cher homme. C'était horrible de le voir. Il était traumatisé à un point... Traumatisé à vie. Traumatisé à vie. Mais il y a eu des livres écrits là-dessus, mais peut-être pas aussi précis. Moi, par exemple,
j'ai vécu pendant 3 ans, j'ai pas vécu longtemps avec lui, j'ai vécu 3 ans, le temps de faire 2 enfants, il a disparu. Après, je l'ai plus revu. J'ai eu des procès avec lui, j'ai eu des tas de trucs, mais je n'ai pas vécu après. Et j'entends encore le bruit du tampon à Paris, à la mairie du 11e, quand il y a eu le recensement, où il avait 8 ans, et il me racontait qu'il tirait sur la veste de sa mère en disant « N'y va pas, dis pas, dis pas ». Et sa mère a dit « Mais c'est la loi ». Elle s'est retournée, et derrière le guichet, tout est dans ma tête, comme si je l'avais vécu. Et le guichetier, il a dit, le type du guichet, là, je ne sais pas comment, le fonctionnaire, il a dit, mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Il m'a dit, oui, c'est la loi. Elle a répété, c'est la loi, et son fils, je lui ai dit, n'y va pas, jusqu'au dernier moment. Et le recensement, je l'ai vécu. Et il y a le tampon, quand il tapait sur le tampon, et il tapait le tampon sur le passeport en disant, juif! Et là, mon mari, ce mot est resté dans sa tête. Et tout le temps, il tapait sur la table en répétant ce mot comme si c'était... Bon, autrement, avec les gens qu'il côtoyait et avec tous ces gens-là, et avec les gens, il disait, moi, je ne connais pas. Il n'y avait qu'avec moi qui se livrait, qui disait sa peur et sa détresse. Et dans le livre, il y a une scène terrible où il vous menace même de mort si jamais vous en parlez encore. Tu diras jamais qu'ils sont juifs. C'est très important pour lui que ses enfants ne soient pas juifs. Et vous, au contraire, vous avez pris l'autre direction. C'est vrai que mais alors, je vais vous raconter encore l'histoire que j'ai racontée l'autre jour, mais c'est vrai que mes enfants, d'abord, quand ils sont petits, on ne les élève pas dans la religion, tout petit. Mes parents parlaient pas de ça. Mes parents s'entendaient bien avec mon mari. Mon père et mon mari s'entendaient bien. Et puis, bon, mes parents n'étaient pas du tout antisémites. Ils n'avaient que des copains qui étaient Kahn d'Anvers, Foule de Maillet, Kahn Salvador, Koenig. Je sais pas, je n'ai jamais vu. À la maison, ma mère recevait beaucoup. Il n'y avait pas de différence. Enfin, je sais pas. Maintenant, je me rends compte plus maintenant que quand j'étais enfant. Le pire, c'était quand il y a eu mon troisième enfant avec Olivier. Et là, je l'ai appelé Moïse. Alors là, il n'était pas très content. Là, il est venu à la clinique quand même. Hein. Il m'a dit, mais enfin quand même, qu'est-ce qui vous prend là, Moïse Mitterrand, vous vous rendez compte, vous lui faites un cadeau empoisonné. Et aujourd'hui, mon fils Moïse m'a dit, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait, maman. Ah oui. Au moins comme ça, des Mitterrand, il y en a plein, mais des Moïse Mitterrand, il n'y en a qu'un. Ouais, mais alors, vous avez parlé avec François Mitterrand de son rapport aux Juifs, de sa période vichiste. Est-ce que vous avez abordé ces sujets délicats? Oui, c'est vrai que je leur en voulais beaucoup, mais ça n'avait pas de rapport avec mes enfants. Je leur en voulais beaucoup. Je trouve que les 2 ans chez Pétain, moi, c'est pas passé. Alors, je suis toujours le père de Jean d'Ormesson, qui était un homme merveilleux, qui était pourtant des gens de la même, pas très portés sur le mélange des religions. Ils étaient catholiques, pratiquants, comme tout le monde, quoi. Mais lui, il est resté 24 heures. Au bout de 24 heures, il a dit « je reste pas avec ces gens-là ». François Mitterrand, il a mis 2 ans à s'en rendre compte. Et il a quand même eu la médaille de la Francis. Donc c'est vrai que je lui en voulais. Et mon beau-père, un jour, m'avait dit, mais bon, je faisais des insinuations, si vous voulez. Je me retirais. Je n'ai jamais été très proche de cette famille. François Mitterrand a essayé. J'allais beaucoup à ses discours parce que je représentais mon mari qui n'avait pas le temps, puisqu'il travaillait, lui. Et du coup... on était assez proches, je me trouvais, ça le changeait, c'est des gens de sa famille, mais j'acceptais mal le truc et j'en parlais un peu. Et puis un beau jour, mon beau-père m'a dit ah mais vous devriez être moins rancunière, comment vous pouvez être si rancunière? Anne-Marie, arrêtez-vous d'être rancunière comme ça, c'est pas agréable. Et là, c'est vrai, il a fait une erreur, oui, mon beau-père avait ajouté, il a fait une erreur. Vous pouvez peut-être comprendre que... Une erreur, oui. L'erreur, tout le monde peut en faire. Et là, je lui ai dit, non, l'erreur, il avait qu'à la faire dans l'autre sens. C'était la phrase la plus méchante que je leur ai sortie. C'était pas très agressif, parce que j'étais beaucoup plus agressif que ça. Moi, j'ai trouvé, comme Elie Wiesel, j'ai trouvé que c'était
c'était insupportable. Mais les Juifs n'ont jamais ressenti ça vis-à-vis de François Mitterrand. On a passé l'éponge et il a été tellement intelligent, tellement aimable, tellement agréable. Il s'est entouré de Fabius, d'Athalie. Il était tellement charmant qu'on a passé l'éponge, on a oublié ces deux malheureuses années. Au moment de la révélation de son amitié avec Bousquet, beaucoup ont été choqués. Beaucoup de Juifs proches de Mitterrand ont été très choqués. Moi, je ne l'ai pas senti tellement. Je n'ai pas trouvé que les... Je trouve encore aujourd'hui. Alors, je vais vous dire une chose. Quand moi, je voyage, je m'appelle Mitterrand, c'est une chance. Je veux dire, c'est le tapis rouge. Le nom de Mitterrand, il est tellement intelligent, cet homme. Il est tellement charmant et agréable. Il sait tellement bien dire les choses. Le nom du Mitterrand est resté. Je ne pense pas que le nom de Giscard ou le nom de Chirac est resté comme ça. Mitterrand a marqué son siècle et les Juifs. Je vis finalement aujourd'hui beaucoup plus avec les Juifs qu'avec les non-Juifs. Je fais des Shabbats à la maison. Enfin, je suis très, très engagée. Et les Juifs, ils adorent François Mitterrand. Hein. Mais vous, non. Vous ne lui avez pas pardonné son amitié avec Bousquet. Moi, je veux dire que je trouve ça horrible d'avoir pu rester. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il lui disait? Alors, c'était comment l'arabe de Veldiv? Vous en avez vu beaucoup? De quoi il pouvait parler? Comment ils est arrivé à parler avec ce monsieur? Je sais pas, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Non, c'est impossible. Comment il est resté ami avec cet homme quand il a su la vérité? Il a dit qu'au début, il ne savait pas, quand il était pendant 2 ans à Vichy, il ne savait pas. Bon, d'accord. Mais après, on savait, tout le monde savait. Et moi, je ne serais pas restée copine. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'ambiguïté de François Mitterrand. Vous êtes d'accord avec ce terme? Il y a de l'ambiguïté. Mais je pense simplement que François Mitterrand disait qu'il n'était pas antisémite, mais je pense que quand il est arrivé à Paris, il n'avait jamais vu un juif de sa vie. À Jarnac, on ne se mélangeait pas. En tous les cas, il ne se mélangeait déjà pas que les protestants, les catholiques et protestants. Donc, avec les juifs, il n'en avait jamais vu. Donc, il ne savait pas, c'est l'ignorance qui a fait son antisémitisme. Il ne savait que ce qu'on lui disait à travers les journaux qui étaient vendus en province, Je suis partout, et les journaux d'extrême droite. Et cela, j'ai vu chez beaucoup de paysans qui n'avaient jamais rencontré un juif de leur vie. Je pense que c'était de là dont venait son antisémitisme. Mais malgré tout, 2 ans chez Pétain, moi, je ne l'ai pas avalé. Non, je ne comprends pas. C'est beaucoup. C'est du temps. On a commencé cette interview avec votre émerveillement devant les autoroutes israéliennes. Mais je voudrais savoir au-delà de ça, ce qui vous plaît dans ce peuple et dans ce pays. J'aime Israël, c'est ma mission. Je crois que je voudrais me faire pardonner tout le mal que... Vous n'avez fait aucun mal. Ben si, on est héritière. On est héritière de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe. Du Magenpis à Bruxelles, on est héritière. On est héritière aussi du mal qu'ont fait nos voisins et nos compatriotes. Et du mal que... Aujourd'hui, moi, j'ai un peu l'impression que l'antisémitisme qui s'installe en France me rappelle la période de 33, 35, 30, avant la guerre. Avant 40, pendant 4-5 ans. Régné, quand il y a eu les Allemands qui sont arrivés en France, les Juifs allemands qui sont arrivés en France, terre d'accueil, ou soi-disant c'était la terre d'accueil, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on recommence. Et moi je voudrais me battre là-dessus pour dire attention, c'est grave. On vous dit mais non, mais c'est toi qui te fais des idées, mais non, écoute, arrête d'être comme ça. Et en fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'on revit cette même époque. Donc je veux me battre contre l'antisémitisme et en tant que non-juive. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour lutter contre ça, pour tous les préjugés anti-israéliens qu'il y a en France, justement? Parler, dire la vérité sur ce qui se passe à Gaza, dire la vérité sur ce qu'on fait, sur nos jeunes Israéliens qui font la guerre, qui reçoivent des cocktails Molotov sur la tête avec les drones, là. En ce moment, c'est ça aussi. Dire la vérité sur l'organisation formidable du Hamas, qui
ça s'arrange pour mettre des enfants dans les pattes de leurs citoyens quand ils arrivent. Je veux dire, on ne peut pas. Les enfants peuvent rester à la maison pendant ils ne seraient pas morts si on les mettait, s'ils restaient à la maison. Les Israéliens ne viennent pas avec leurs enfants faire la guerre. Les enfants peuvent rester à la maison. Bon, moi, je crois que je voudrais me battre. Je voudrais me battre pour lutter contre ça. Pour la seule manière de faire connaître Israël, il faut que les gens viennent en Israël. Il faut qu'ils ne savent rien. La télévision et la radio, on ne parle pas de ça. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne regarde pas tellement la télévision juive en France et on n'écoute pas beaucoup la radio juive. C'est que les non-juifs devraient apprendre et savoir. Pour ça, il faut qu'ils viennent ici et ils comprendraient comme moi la force et la puissance et le courage d'Israël. Vive Israël. Vive le courage des Israéliens. Merci beaucoup, Anne-Marie Mitterrand.